La dépression, c'est une maladie qui est souvent à l'origine de confusion parce qu'on pense que c'est la tristesse. La dépression, ce n'est pas la tristesse. La dépression, c'est une association de symptômes, deux principaux, l'humeur dépressive, voir tout en noir, se sentir nul, avoir des difficultés, et la perte de la capacité à éprouver du plaisir. Les choses n'ont plus de goût, on trouve les aliments n'ont pas le même goût, on trouve qu'on n'a plus envie de faire les choses qu'on aime bien faire. Puis à côté de ça, c'est un certain nombre de symptômes qui sont par exemple le fait d'être ralenti, le fait d'avoir des idées de culpabilité envahissantes, le fait d'avoir des problèmes de sommeil, le fait de ne plus arriver à manger, le fait d'avoir des idées de mort. Donc c'est l'association de ces symptômes avec les deux premiers qui sont les principaux pendant plus de 15 jours qui permet de porter le diagnostic de dépression. Parce qu'on peut tous avoir un ou deux jours où on ne se sent pas très bien, on n'est pas dans un état dépressif caractérisé, on a simplement un fléchissement du moral, c'est quand ça se maintient dans le temps qu'on parle d'épisode dépressif caractérisé. Aujourd'hui, on estime qu'en France, il y a 2,5 millions de personnes qui sont atteintes de dépression. On sait aussi que ce chiffre est très sous-estimé parce qu'on estime que 50% des personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées et pas prises en charge. Par ailleurs, il faut savoir que la dépression, ça touche tous les âges et qu'on estime que 10% des adolescents souffrent d'un épisode dépressif et plus de 10% des personnes de plus de 75 ans souffrent d'une dépression. Et les gens disent « oh ben, ça va bien aller, il n'y a pas de souci », c'est ce que dit l'entourage. Et parfois les professionnels de santé, ils ne mesurent pas la difficulté de cette maladie. Les gens ne font pas exprès de ne pas pouvoir se bouger, ne pas pouvoir avoir de projet, ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arrivent pas véritablement du fait de cette maladie. Donc c'est souvent assez compliqué parce que ce n'est pas une maladie à proprement parler de la volonté, les gens ne manquent pas de volonté, mais ils n'arrivent pas à utiliser cette volonté. Les traitements sont efficaces. Les traitements, que ce soit les médicaments, que ce soit les psychothérapies, sont efficaces, les gens se sentent mieux, et dès qu'ils se sentent mieux, ils disent ben, « je suis comme avant ». Je suis comme avant, je n'ai plus besoin de traitement, je n'ai plus besoin de psychothérapie, j'arrête parce que je me sens bien. Mais on fait à peu près la même chose pour les antibiotiques, au bout de 3 jours on n'a plus mal à la gorge, on arrête tout. Sauf que la rechute d'une angine est embêtante, mais la rechute d'une dépression, elle est beaucoup plus complexe, et c'est un élément très important à prendre en compte. Donc, forcément, se rendre compte que invigorer les patients ne suffit pas, se rendre compte qu'on est plutôt dans une logique de chronicité, et se rendre compte que quand les patients arrêtent le traitement, ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais simplement parce qu'ils se sentent mieux. C'est des enjeux très importants pour la prise en charge qui font toute la spécificité de la prise en charge de la dépression. Le traitement d'un épisode dépressif majeur aujourd'hui, il est parfaitement codifié et il associe un traitement antidépresseur qui doit être choisi, prescrit avec précision par un spécialiste et prescrit pendant une certaine durée de temps, pas éternellement, mais il est extrêmement important de préciser que ça n'est pas le seul traitement. Il faut associer à ce traitement médicamenteux la stratégie psychosociale, la psychothérapie qui est efficace et qui doit là aussi être choisie et prescrite avec précision. Et puis, il ne faut pas oublier que les règles d'hygiène de vie sont extrêmement importantes pour la prise en charge de ces patients et qu'elles associent une activité physique régulière, une amélioration du sommeil et une diététique, une alimentation qui doit aussi être prescrite et travaillée de façon précise. Parmi les traitements de la dépression, à côté de la psychothérapie, qui est souvent le traitement de première ligne, on a les antidépresseurs. Les antidépresseurs, c'est des médicaments qui sont à la fois très connus et mal connus. Très connus parce que, qui n'a pas entendu parler du Prozac par exemple, parce que c'est quasiment devenu un mot du langage courant, et en fait avec une sorte de représentation qui est assez compliquée. C'est-à-dire d'un côté des sortes de médicaments qui modifient la personnalité, qui vous rend un petit peu bêtement béat, ou des médicaments qui vous abrutissent un peu. Les médicaments antidépresseurs sont des médicaments qui ont été probablement largement utilisés, peut-être trop largement utilisés, parce que ce sont des médicaments dans la nouvelle génération, qui date d'il y a maintenant plus de 25 ans, sont des médicaments qui ont une très bonne tolérance par rapport aux médicaments anciens, qui avaient souvent beaucoup d'effets indésirables. Et c'est vrai que les médicaments antidépresseurs sont souvent des médicaments qui entraînent une sorte de filtre émotionnel. C'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'un sujet qui est déprimé, souvent, il a une perte de ce filtre émotionnel. Ça veut dire qu'il ressent les choses d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus douloureuse. Et l'antidépresseur fait cette action de filtre. Mais bien sûr, quand vous avez des émotions qui sont filtrées, que vous le ressentez ou votre entourage le ressent, on vous trouve un peu différent. Alors il faut bien garder en tête que c'est l'effet des antidépresseurs, que les antidépresseurs ce sont des médicaments, on les prend avec un début, on les prend avec une fin, qu'ils ont des effets indésirables, qu'il faut écouter, lire les notices, écouter les conseils de son médecin, discuter avec son médecin de ses effets indésirables et qu'il y a beaucoup de sortes d'antidépresseurs avec des profils d'action assez différents et donc en fait il doit y avoir des ajustements. Si un traitement antidépresseur ne convient pas, il faut absolument le dire à son médecin. Ce ne sont que des outils,
mais ce sont des outils. Un marteau ne tape jamais sur les doigts par lui-même de celui qui s'en sert, c'est celui qui s'en sert mal. Et bien pour un antidépresseur, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très efficace, mais qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. En France, 9000 personnes meurent de suicide par année et entre 150 et 200 000 font une tentative de suicide. La première pathologie associée au suicide est bien sûr la dépression. Les deux tiers des suicides surviennent chez un individu qui présente un état dépressif, et on estime qu'entre un patient déprimé sur 3 à 1 sur 2 a déjà fait une tentative de suicide. Le suicide est une problématique complexe qui intègre des facteurs de risque sociaux, environnementaux, l'adversité sociale, les pathologies psychiatriques, les comorbidités associées à la dépression, problèmes d'alcool, problèmes de substances, problèmes d'anxiété. Bref, il existe un contexte à prendre en compte dans la prévention du suicide. L'une des stratégies les plus efficaces, qui a démontré son efficacité pour la prévention du suicide, eh bien, consiste à traiter efficacement la dépression. La dépression étant le premier facteur de risque de suicide, il est logique de faire l'hypothèse que la traiter efficacement va pouvoir prévenir le suicide, et effectivement, ceci a été largement démontré. Prescrire des antidépresseurs à un patient qui souffre de dépression et s'assurer que le traitement sera efficace est une stratégie qui a démontré son effet et qui pourrait d'ailleurs expliquer la diminution que l'on observe dans les différents pays européens de l'incidence du suicide. C'est ainsi que par exemple Christian Baudelot, grand sociologue, qui quand il observe la diminution des taux de suicide dans notre pays et chez nos voisins, attribue probablement un rôle important aux prescriptions d'antidépresseurs. Il est vrai que malgré l'importance de l'enjeu de santé publique considérable que représentent les maladies mentales, dont on sait que 2020 sera l'année où les maladies mentales seront la première cause mondiale de handicap, donc il y a vraiment urgence et il y a vraiment importance à prendre en compte ces pathologies et essayer d'améliorer la situation, il est vrai que nous demandons au pouvoir public depuis des années de créer par exemple, à l'instar de ce qui a été fait pour le plan cancer, de faire une agence qui soit en charge de prendre en compte, d'évaluer la situation et de proposer un certain nombre de mesures. Donc il y a déjà un progrès qui est la nomination cette année d'un délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale. On espère que ça préfigure d'autres actions dont on a vraiment besoin dans ce pays pour améliorer la situation. Si vous voulez, cette santé mentale, c'est le parent pauvre déjà en moyen, c'est 2% effectivement du budget, peut-être un peu plus que sais-je. C'est un lieu où, oui, être infirmier dans un secteur psychiatrique et infirmier dans un hôpital, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué, c'est plus agressif, c'est plus dur, donc on a un épuisement beaucoup plus fort. On a vu, comment dire, quantité de rapports qui nous montraient à quel point la question de la contention et la question du soin hors consentement a explosé ces derniers temps. En fait, on a le sentiment d'avoir un peu une voiture balai, c'est-à-dire voilà, d'un secteur qui récupère tous les débordements, tous les passages à l'acte, ou tout ce qui est en émergence de passage à l'acte à l'intérieur de son système et qui bien évidemment explose. Or, ça dit quelque chose de nous, c'est-à-dire ces signaux d'alerte-là montrent que oui, c'est absolument déterminant, et je prends juste un chiffre, mais la première cause demain de handicap, selon en tout cas l'OMS, c'est la question de la dépression. Donc, soit on considère que tout ça, ce sont des non-maladies, c'est dans la tête, comme dirait l'autre, heureusement on n'en est plus là, soit à un moment donné, on considère que non, c'est un des phénomènes essentiels de la santé. Je dirais même aujourd'hui que c'est d'autant plus le cas parce que tout devient une maladie chronique, et dans la maladie chronique, tout se double avec, je dirais, non pas une maladie mentale, mais en tout cas un accueil mental de cette maladie chronique, ce qui était moins le cas quand vous avez une maladie certes très forte, mais qui est un peu plus insérée dans une parenthèse qui peut être fermée. Quand ça irradie littéralement, vous avez tout un phénomène psychique qui change
et qui provoquent aussi des difficultés qu'on doit suivre en santé mentale.